OK. Donc, encore bonjour. Et puis, j'espère que le week-end se passe bien à votre niveau. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème les bonnes pratiques en planification de projet. Voilà, il faut dire que, voilà, aujourd'hui, on a tellement de challenges sur les projets. Il est important d'aborder certains thèmes. OK. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Kofi Christian. De façon brève, je dirais, j'ai 10 années, plus de 10 années d'expérience en gestion et contrôle de projet. Voilà, donc ingénieur diplômé de l'INHB, l'INPHB de Yamoussoukro. J'ai fait donc la CI en tant qu'ingénieur planning. Je suis passé aussi par le Cameroun pour des projets de raffinerie. Ensuite, j'ai fait Nestlé ingénieur projet, ingénieur donc responsable planning à Bouygues Construction sur l'hôtel Movenpick. Ensuite, planificateur de projet sur la construction de l'usine agro-industrielle de Kagil. Et puis aujourd'hui, je suis consultant individuel en contrôle de projet. Je suis un programme de développement économique financé par le MCC. Donc, je suis certifié Prince 2, Primavera P6, P6 Unifier, PPM, Stratégie HSE, FMVA. Et je suis fondateur de Méthode Engineering et de la plateforme de formation en ligne de Méthode Engineering. Donc, aujourd'hui, on a environ plus de 100 stagiaires formés à travers Méthode Engineering, que ce soit, je dirais, dans les différents continents. Je suis formateur aussi pour OO2, pour Optim France, et puis consultant pour un cabinet en France pour meilleur conseil sur des projets. Donc, en gros, c'est moi qui vais vous entretenir et ça sera, je dirais, des échanges. Voilà, on va tous échanger parce qu'on va tous apprendre ensemble. OK, donc ce qu'il faut retenir au niveau de l'agenda, pour les 60 prochaines minutes, nous allons définir un projet parce que quand on parle de planification de projet, cela se passe dans un environnement de projet. Nous allons parler des contraintes d'un projet, le cycle de vie en gestion de projet, et nous allons voir un peu c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui nous amène à parler des bonnes pratiques en planification de projet. Ensuite, nous allons voir c'est quoi la planification de projet, quels sont les avantages et puis quelles sont les bonnes pratiques enfin. OK, donc qu'est-ce qu'un projet? Voilà, donc selon le PM Book, un projet est un effort temporaire entrepris pour créer un produit, service ou résultat unique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet, c'est un effort qui est mis ensemble donc, par différentes personnes là, et temporaire pour dire qu'un projet a un début et une fin. Donc, cela est utilisé, toutes ces choses sont faites pour pouvoir créer un produit, un résultat, un service unique. Donc, un projet unique. Ce qu'il faut retenir, quel que soit le projet sur lequel tu travailles, même si tu l'as déjà fait, si tu reprends le même projet, ça sera encore un résultat unique parce que tu vas utiliser des ressources différentes, tu vas utiliser des moyens différents, tu vas utiliser des durées différentes. Et c'est pour cela qu'un projet, il est unique. Mais ce qu'il faut retenir dans un projet, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de challenges, on a des contraintes au niveau d'un projet. Donc, on va parler en général des 3 contraintes principales. Il s'agit du délai, du coût et puis du scope. Voilà, mais il y a la qualité qui intervient. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on a grandi un peu tout cela. On essaie d'être un peu plus large parce qu'il faut prendre en compte plein de paramètres. On prend en compte les délais, on prend en compte les coûts, les scopes, la qualité, on prend les ressources en compte, qui est une contrainte. On prend les risques, on prend les parties prenantes, donc le client, et on pourrait même ajouter aussi tout ce qui est sécurité. Donc, il y a pas mal d'éléments aujourd'hui qui entrent dans les contraintes d'un projet. Donc, lorsqu'on est sur un projet, il faut prendre en considération tous ces éléments-là. On a pas mal de contraintes, mais on a les principales contraintes. OK, donc le cycle de management de projet. Pourquoi je fais cette présentation sur le cycle de management de projet? Parce que vous verrez qu'au niveau du cycle de gestion de projet, on a 5 éléments. On a l'initiation, la planification, l'exécution, le suivi et contrôle et la clôture. Donc, vous verrez que très tôt après l'initiation, on passe à la planification. Et la planification, elle va intervenir jusqu'à la fin du projet. Donc, la planification va, je dirais, communiquer avec l'exécution, elle va communiquer avec le suivi et contrôle. Quand on a un problème, quand on voit qu'on s'éloigne de l'objectif du projet, on revient à la planification, on revient faire des récalages
Et avec l'exécution, on suit, on revient en arrière encore en fonction de la mesure, en fonction de ce qu'on aurait constaté sur le projet, des écarts, des avancements et tout ça. Et ensuite, on va passer à la clôture. Et c'est pour cela que vous voyez qu'au niveau aujourd'hui des projets, je dirais que la planification va prendre, je dirais, autour de 70-80% dans le cycle de gestion de projet. Parce qu'une fois on finit l'initiation, automatiquement, on va passer à la planification. On va rentrer dans les détails de planning. Ensuite, on va exécuter. On va faire un suivi, un contrôle et on va faire la clôture. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui d'aborder ce sujet-là, je dirais, les bonnes pratiques en planification de projet. Mais c'est quoi le problème? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, sur les différents projets, donc on constate que la planification n'est pas une priorité. Très souvent, ce n'est pas une priorité. On n'accorde pas beaucoup d'importance, beaucoup de temps, beaucoup d'heures à bien planifier son projet, à prendre du temps pour planifier tout ce qu'il faut pour son projet. En général, les équipes projets ne s'approprient pas le planning parce qu'en général, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas coachés sur le planning. Et il y a des règles. Il y a des règles en tout, que ce soit dans le domaine de l'informatique, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans tous les différents domaines de l'agriculture. Il y a des règles. En projet, il y a des règles. Que ce soit en cours, que ce soit en planning, il y a des règles. Donc aujourd'hui, les règles ne sont pas respectées. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de dérives, on a beaucoup de choses qui arrivent sur les projets. Et le planning, on s'en débarrasse. Voilà, on s'en débarrasse. Aujourd'hui, on confie à quelqu'un qui est occupé. Au passage, il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et puis, voilà, ça crée énormément de soucis. Et pour aller plus loin, vous voyez, excusez-moi, voilà. Donc, il est marqué même dans la Bible que car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Pour dire que même la planification, on parle de ça aujourd'hui partout. Que ce soit dans la Bible, on en parle. Que ce soit dans la vie, tu dois planifier ta carrière, tu dois planifier tes journées, tu dois planifier tes mois, tu dois planifier tes années, tu dois planifier tes objectifs. On en parle partout. C'est vraiment important aujourd'hui le planning. Et le gros problème, c'est qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance. Et il y a une citation qui dit que celui qui échoue, je dirais, la planification, il planifie déjà l'échec. Et c'est pour cela qu'il est important de consacrer du temps à la planification de projet. Donc, nous allons voir c'est quoi les avantages. Nous allons d'abord c'est quoi la planification de projet. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on parle de planification de projet? C'est vrai que ce n'est pas un cours de planification de projet, mais il faut comprendre déjà c'est quoi la planification de projet. Il faut dire qu'il y a beaucoup de définitions, il y a énormément de définitions. Voilà, je vais juste donner des éléments de réponse, quelques éléments, après on pourra avoir des questions, tout ça. Donc, la planification de projet consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches de votre projet. Donc, à estimer les charges de ces tâches-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième phase du processus de projet qui vient juste après la phase d'initialisation du projet. Donc, la phase planification vise à définir comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé, puis contrôlé. Donc, je reprends. La phase de planification vise à définir comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé, puis clôturé. Donc, en gros, tu vas implémenter la stratégie du projet. La planification, c'est à implémenter la stratégie du projet. On verra cela au niveau des bonnes pratiques. Donc, c'est un exercice intéressant dans la mesure où il nous fait réfléchir sur chaque étape de notre projet et nous permet de penser à toutes ces implications. Ça, il est important de retenir. C'est un exercice qui nous permet de penser à toutes les implications. Donc, on pourra parler de quoi, comment, qui, combien, quand. Je reprends. Quoi, c'est le projet, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, qui va le faire, à combien, la durée, toutes ces choses-là, et quand on va le faire. Et ce qu'il faut retenir, je le dis toujours, la planification ne se résume pas à la création du planning, c'est-à-dire on arrive, on fait 2 ou 3 barres là, que ce soit sur Excel ou bien même sur les leçons de projet, on tire les barres. Il y a un ami qui me dit, voilà, ça c'est tirer les barres. Donc, la planification, ce n'est pas seulement que tirer des barres. Ça, il faut le retenir. Donc, elle va permettre d'organiser le travail, de partager avec toute l'équipe le plan, le planning, de spécifier les données nécessaires
de définir les interdépendances entre les tâches et les différents métiers, de visualiser les tâches critiques sur lesquelles il est important de porter une attention particulière, de se positionner au cours du projet par rapport au plan de route validé, d'augmenter les probabilités d'atteindre les objectifs du projet, ça c'est important, et de suivre la performance du projet. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de parler des bonnes pratiques. Mais il est important de savoir ce que c'est que la planification de projet. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la planification de projet va vous aider à définir comment votre projet sera exécuté, surveillé et contrôlé, puis clôturé. Donc, c'est de savoir quoi, comment, qui, combien, quand. Et cela va vous permettre de penser à toutes les implications. Donc, mais quels sont les avantages? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du planning. C'est bizarre, on en parle beaucoup, mais en termes de pratique, en termes de mise en place, d'implémentation, voilà, on néglige beaucoup. Donc, c'est quoi les avantages de la planification de projet? OK. Donc, il faut dire que le premier, donc, l'avantage qu'on a, le premier avantage qu'on a, c'est que la planification permet de booster la performance et le taux de succès du projet. Aujourd'hui, il faut dire qu'un projet, lorsqu'il est implémenté, on doit mesurer forcément la performance parce qu'on a prévu quelque chose et on va voir où on en est. On va voir, je dirais, on va mesurer, on doit être capable de mesurer cette performance-là. Et on doit aussi être capable de mesurer le taux de succès du projet. Donc, la planification contribue, je dirais, énormément à la performance et au taux de succès du projet. La planification du projet permet d'économiser de l'argent. Parce que lorsque vous planifiez vos projets, les coûts seront associés. Vous pourrez faire sortir vos prévisions, vos flux de trésorerie. Cela va permettre d'anticiper. Cela va permettre d'optimiser les ressources, donc de pouvoir gagner de l'argent. Et la planification pilote la performance du projet. Je dis bien pilote. S'il n'y a pas de planification, on ne peut pas piloter la performance du projet. La planification va vous permettre d'optimiser l'utilisation des ressources. C'est vraiment important. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous-même, vous êtes à la maison en train de planifier votre journée, quand vous êtes en retard, supposons que vous êtes en retard. Quand vous êtes en retard, vous commencez à réfléchir comment est-ce que je peux faire des tâches parallèles. Pendant que je suis en train de me brosser, je suis en train de me peigner. Pendant que je suis en train de porter ma chemise, je suis en train en même temps de porter ma chaussure. Donc, vous cherchez à optimiser l'utilisation des ressources. C'est des exemples terre à terre que je prends. Voilà, parce que c'est des choses qu'on peut appliquer à la vie. Vous êtes en retard le matin, vous vous réveillez, et là maintenant, course contre la montre, vous devez arriver, donc vous allez vous préparer, mais vous allez chercher à optimiser l'utilisation de vos ressources, de ce que vous avez. Comment vous allez vous laver, pendant que vous lavez, quand vous allez finir, qu'est-ce que vous allez faire en parallèle, vous allez commencer à agencer les choses de telle sorte à finir dans le temps. En même temps, vous allez voir que quelques minutes, si vous, par exemple, vous devez prendre un yango, je prends l'exemple banal, quelques minutes avant la fin, vous commandez le yango pour que tout puisse être calé. La planification permet d'améliorer la communication entre l'équipe projet. Parce qu'aujourd'hui, on aura une feuille de route, vous avez une feuille de route, vous avez des bases, et donc vous pourrez mieux communiquer. La planification vous permet, donc, elle facilite le suivi des objectifs et des résultats du projet. Elle aide toute l'équipe à être alignée. Elle fournit une feuille de route et une direction au projet. C'est important. Comment le planning, comment le projet sera exécuté, elle vous donne une feuille de route. Elle vous aide à identifier, à évaluer et à contrôler les risques. Ça, c'est aussi très important parce qu'au-delà de tout ça, lorsque vous avez une bonne planification de votre projet, vous êtes à mesure et vous êtes capable d'identifier, vous êtes capable d'évaluer, de contrôler les risques parce que vous avez une vue, vous avez une capacité d'anticipation. Donc, elle vous permet de garder le projet sur le délai et sur les coûts. Elle permet à toutes les parties prenantes de connaître ses responsabilités. Elle permet d'avoir un reporting exact de l'avancement du projet. Elle permet de définir clairement les objectifs. Elle permet d'obtenir les meilleures chances d'atteindre les jalons. Elle permet d'identifier les agencements ou ordonnancements. Elle permet d'être proactif et d'anticiper les problèmes. Parce que si tu sais qu'il y a une tâche qui vient, par exemple, dans un mois, automatiquement, tu commences à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des points bloquants? Est-ce qu'il y a des problèmes? Et à partir du moment où tu commences à prendre des dispositions pour pouvoir
arriver à résoudre les différents problèmes. Donc, ça te permet d'être proactif et d'anticiper les problèmes. Elle permet aussi de fournir une prévision fiable des délais et budgets. Elle permet d'assurer un bon achèvement du projet. Donc, en gros, la planification du projet a de nombreux avantages. De nombreux avantages. Et j'ai cité, je dirais, environ 18, mais il y en a énormément d'avantages. Il y a énormément d'avantages, mais je pourrais parler plutôt de tout ce qui est anticipation. Aujourd'hui, c'est un gros sujet sur le projet parce que les équipes n'arrivent pas à anticiper, n'arrivent pas à anticiper les problèmes, n'arrivent pas à anticiper les risques, n'arrivent pas à anticiper les activités. Et donc, la planification vous permet d'anticiper et vous permet de mesurer la performance de vos projets et de booster même cette performance-là. Parce que vous êtes capable d'anticiper, vous êtes capable d'évaluer les risques et vous avez de meilleures chances de finaliser votre projet avec de bonnes performances. Donc, on a parlé de la planification. C'est quoi la planification? On a parlé des avantages. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bonnes pratiques à adopter en planification de projet. Ça, c'est important. C'est indispensable même. Aujourd'hui, on se lève, on fait des plannings, je dirais n'importe comment. Après, souvent, on est surpris de certaines choses. C'est un peu comme en médecine. Il y a des bonnes pratiques que les médecins adoptent. Que ce soit au niveau de l'ingénierie, c'est pareil. Dans tous les domaines de la vie, il y a des bonnes pratiques. Et je vais parler un peu de ces pratiques-là. J'ai énuméré environ 30, 31, une trentaine de bonnes pratiques. Donc, lorsqu'on va aborder ce sujet après, ça sera directement au niveau des échanges, des questions. Voilà. Donc, au niveau des bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on a? Les bonnes pratiques en planification de projet. Donc, la première bonne pratique, c'est de faire refléter la stratégie d'exécution du projet dans le planning ou bien au niveau de la planification du projet. Vous savez, un projet, on va commencer avec l'initiation, avec la conception, avec tout ce qu'il y a. Avec tout ce qu'il y a. Donc, la planification doit vous permettre de faire refléter la stratégie d'exécution du projet dans le planning. Ça, il faut bien le retenir. C'est qu'il faut bien réfléchir. Vous avez le projet, vous avez le scope, vous avez les différents éléments qu'il faut. Il faut se poser les bonnes questions. Comment je fais pour que la stratégie-là soit implémentée au niveau du planning, au niveau de la planification du projet? Donc, ces deux documents doivent clairement montrer comment le projet sera exécuté et définir la séquence et le calendrier de chaque tâche. Donc, les équipes du projet s'appuieront sur le planning pour planifier les travaux, comprendre les besoins en ressources, identifier les risques qui peuvent survenir pendant l'exécution. Donc, à moins que le planning reflète clairement la stratégie de ce projet, il y a peu de valeur pour ces équipes. C'est ce que je dis. Si quelqu'un ne se retrouve pas dans le projet, dans le planning, donc si quelqu'un ne se retrouve pas dans le planning à travers le projet, je dirais, ou bien dans le projet à travers le planning, c'est que cela n'a pas de valeur. Donc, il est important de faire refléter la stratégie d'exécution du projet dans le planning. Le deuxième point, c'est de capturer tout le scope du projet. Quand on parle du scope de projet, bon, c'est un thème, mais on parle beaucoup plus de périmètre, de limite d'intervention. Donc, il faut être capable de comprendre le projet, de comprendre le scope, de comprendre le périmètre et de capturer tout ce scope-là pour l'intégrer au planning. Une pratique que je cite ici, c'est d'organiser une séance de brainstorming. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire un planning, même quand vous êtes chef projet, ou bien vous êtes ingénieur projet, si vous devez travailler sur le planning et tout ça, il faut faire une séance de brainstorming avec les équipes, avec les différentes parties prenantes. Il est important, il ne faut pas s'asseoir seul dans son coin et puis finaliser un planning imposé aux gens. Non. Il faut permettre à tout le monde de donner ses idées. Cela vous permet de collecter les données, d'avoir les bonnes tâches, les bonnes durées, les bons éléments qu'il faut pour le planning. Et les gens pourront donner aussi des leçons apprises venant d'autres projets. Et quand c'est comme ça, l'équipe pourra s'approprier le planning. Donc, il est important d'organiser une séance de brainstorming.
Le quatrième point, c'est de définir la structure de découpage du projet. Ça, j'insiste là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas un coup de planification de projet, mais les gens ils négligent cette partie-là, c'est-à-dire la décomposition du projet. Donc, le découpage du projet qu'on appelle le WBS, donc le Work Breakdown Structure, qui est le découpage du projet. Et c'est l'une des parties les plus importantes pour la réussite du projet. Si vous ne prenez pas du temps pour décomposer votre projet, pour le découper, vous allez échouer. Ça, il n'y a rien à faire. C'est clair, vous allez échouer le projet. Vous êtes sur un projet, par exemple, je prends très souvent cet exemple, parce que nous tous, on est amenés à construire des maisons, de nos maisons, tout ça. Vous êtes, par exemple, sur un projet de construction de maison, de votre propre maison. Vous ne décomposez rien et vous mettez comme ça, vous faites les choses au hasard. Non, il faut les décomposer. Les gros œufs, la maçonnerie, tout ce qui est travaux d'électricité, plomberie, tout ce qui est, je dirais, terrassement, une fondation. Donc, il faut décomposer le projet. Pourquoi? Parce qu'en décomposant le projet, un, vous clarifiez les éléments, les livrables, vous permettez à tout le monde de comprendre le projet. Mais deux, vous êtes capable maintenant de donner de bons chiffrages à ces différents WBS-là qui vont remonter jusqu'à donner le coût total du projet. Donc, il est important de prendre du temps. Ça même, je dis, nous, quand on est sur des projets en tant que planificateur, ou bien sur des projets spécifiques, quand on arrive, on prend du temps pour décomposer le projet et demander l'approbation même des différentes personnes, du chef projet, de la direction, de tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'entendre sur le découpage du WBS. En général, le WBS est un livrable. C'est-à-dire qu'à la fin de l'exécution de ce découpage-là de l'élément, ça vous fournit un livrable. Un livrable clé, par exemple, fondation. Dans la fondation, vous aurez, par exemple, tel que le terrassement, vous allez avoir peut-être les fouilles, le décapage, certaines choses. À la fin de tout ça, vous aurez ce qu'on appelle la fondation. Donc, c'est un livrable qui est appréhendable par tout le monde. Et il est important de prendre le temps pour bien développer le WPS parce qu'il est la clé essentielle du projet. Le cinquième point, c'est de tracer les jalons clairs. Aujourd'hui, les jalons, quand on parle de jalons, on parle d'étapes importantes, d'événements clés jusqu'à l'achèvement du projet. Donc, il est important d'intégrer des jalons au niveau de votre projet. Ça vous permet d'avoir une idée claire, ça vous permet de mieux contrôler, d'avoir une visibilité, de mieux suivre ces étapes importantes. Des étapes importantes comme préparation du projet, par exemple, début du projet, fin du projet, fin des grosses œuvres, ou bien fin de la réception des travaux. C'est des étapes clés parce que lorsqu'on franchit ces étapes-là, ça marque un gros point, ça marque une grosse progression au niveau du projet. Ensuite, il faut définir les lots de travaux. On a parlé de WBS. Le WBS, c'est haut niveau. Une fois on a fini de décomposer le WBS, il faut maintenant définir les lots de travaux. Donc, je vais lire un peu rapidement. Les lots de travaux, comme je l'ai dit, ce sont les niveaux de détail en dessous du WBS. Il y a normalement plusieurs lots de travaux requis pour remplir un seul élément WBS. Je répète bien. Je vais expliquer cette partie-là. Il y a normalement plusieurs lots de travaux requis pour remplir un seul élément WBS. Je prends un exemple clair. Prenons un exemple WBS. Par exemple, la conception du système informatique. Ça, c'est le WBS. Conception du logiciel. Je prends simplement un WBS basique. Mais dedans, si on doit recruter une entreprise, donc on va mettre la partie passation de marché, donc passation de marché pour le recrutement de l'entreprise. Ça constitue un lot de travaux. Ensuite, vous avez un deuxième lot de travaux qui peut être, par exemple, voilà, élaboration de cahier de charges. Vous pouvez avoir un autre lot de travaux qui est, par exemple, plus facile puisqu'on parle du logiciel, développement des je dirais, du logiciel proprement dit, c'est-à-dire l'activité même de développement. Donc, vous recrutez, ensuite vous développez, vous faites les tests et tout ça. Donc, tout ça, ce sont les lots de travaux. Et il est important de spécifier ces lots de travaux au niveau de ces WBS-là. Parce que ces lots de travaux-là vont permettre de pouvoir définir les tâches qui vont avec, les coûts, les délais, la qualité, le scope et toutes ces choses-là. Et aussi, la chose la plus importante, c'est de définir les tâches. Il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, aujourd'hui, souvent, on arrive sur un planning là et puis on définit 2-3 tâches. Non. Il faut prendre le temps. Il faut définir la liste des tâches. Il faut prendre son temps, il faut travailler. C'est pour ça qu'on parle de brainstorming, parce que tu peux oublier une tâche. On peut oublier une tâche. Nous sommes tous hommes. Donc, avec les autres personnes avec qui on va travailler, ils vont donner des idées. On va avoir une liste de tâches, je dirais, complète, exhaustive, possible, détaillée pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ensuite, il faut définir des durées raisonnables et réalistes des activités.
Le planning devait clairement indiquer la durée de chaque activité. Il ne faut pas faire des estimations au hasard. Quand on fait des estimations de durée, on va tenir compte de la complexité de la tâche, on va tenir compte des risques, on va tenir compte des ressources, de la quantité de travail à faire. Donc, il est important de prendre du temps de définir la durée de chaque tâche. Si vous n'avez pas cette capacité, vous pouvez assister par des personnes, par des gens qui ont l'expérience dans le domaine et ça sera plus facile. Il faut affecter des calendriers aux tâches. Aujourd'hui, ça, on néglige cette partie-là. Voilà, on ne considère pas les calendriers. Vous savez, je prends un exemple. Un calendrier de 6 jours de travail est différent d'un calendrier de 5 jours de travail. Parce que quand vous dites à quelqu'un qu'on va faire une semaine sur ce travail-là, il y a deux cas. Ça dépend de comment. Une semaine, ça signifie quoi pour vous? Ça signifie 6 jours de travail ou 5 jours de travail ou 4 jours de travail. Il est important de créer, de définir le calendrier et il est important d'affecter ces calendriers aux tâches. Ensuite, il faut séquencer, il faut lier logiquement toutes les activités. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur un projet, il est vraiment important donc on va parler d'ordonnancement, donc de séquencer, mais de lier toutes les activités, de faire un agencement qui est correct. Ça, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas venir au biais comme ça, faire les liaisons des autres. Non, il faut prendre son temps. Telle tâche vient avant telle tâche. Quel est le prédécesseur? Quel est le successeur? Quelle tâche doit finir avant que l'autre tâche commence? Et à ce niveau-là, il faut lier toutes les tâches. Ça, j'insiste là-dessus. Il faut lier toutes les tâches. Ça, c'est une mauvaise pratique de ne pas lier toutes les tâches parce que si vous ne liez pas toutes les tâches, vous allez avoir un faux chemin critique. Ça, c'est clair. Même une fausse date de fin du projet. Il faut lier toutes les tâches. Toutes les tâches doivent être liées à part la première et la dernière tâche. Il faut éviter au maximum les contraintes. Les contraintes, c'est quoi? Les contraintes, c'est le fait de spécifier des dates. Toi-même, tu spécifies tes dates. Il faut éviter au maximum ces contraintes-là parce que lorsque vous serez en train de faire la mise à jour ou bien d'actualiser des données, vous allez voir que vous serez obligé à chaque fois, si vous avez mis 10 contraintes ou bien 30 contraintes, vous serez obligé de venir manuellement encore modifier ces dates-là manuellement et ça va créer énormément de soucis. Et il faut éviter beaucoup de décalages. Les décalages positifs ou négatifs, on aura l'occasion d'en parler. Par exemple, une tâche qui commence et une tâche qui doit commencer avant que l'autre ne finisse, on peut mettre un décalage de 1 semaine. Et ce décalage de 1 semaine, là, ce décalage de 1 semaine peut créer de fausses choses, c'est-à-dire au niveau du chemin critique et tout ça. Allô, j'espère que vous m'entendez. Je continue et puis, bon, j'ai un problème technique là. Je vais me déplacer. OK. Donc, donnez-moi une. Il y avait un souci technique là. Ils vont faire des travaux, donc je suis en train de me déplacer. OK, donc le deuxième point, il s'agit de limiter l'utilisation des contraintes de date au maximum. Ça, c'est important. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Éviter de spécifier les dates au niveau du projet
on peut en avoir quelques, ça ne doit pas dépasser 10% des tâches, quoi. Ensuite, il faut utiliser des diagrammes de planification tels que le Gantt, le PEC et tout ça, qui te permettent de faire des analyses. Il faut éviter les activités pendantes, c'est-à-dire les activités qui n'ont pas de prédécesseurs ou qui n'ont pas de successeurs. Ça, il faut les éviter parce que ça rend le chemin critique moins fiable et la date de fin du projet moins fiable. Il faut lier toutes les activités. Ensuite, l'autre point que souvent on néglige, c'est les ressources. Il faut affecter les ressources aux tâches si vous avez cette possibilité-là. Ça va vous permettre de pouvoir, je dirais, mesurer la surcharge au niveau des ressources pour être sûr que votre planning ou bien votre projet est capable d'être réalisé avec ces ressources-là. Il est important d'affecter, de niveler ou bien d'optimiser ces ressources-là. Et il faut suivre de près le chemin critique. Le chemin critique, c'est le chemin qui définit la durée totale du projet. Donc, ce chemin critique-là, il peut changer au fur et à mesure que le projet avance. Au fur et à mesure de l'exécution du projet, le chemin critique peut changer. Donc, il est important de surveiller de près le chemin critique comme un faucon afin de gérer de manière proactive, je dirais, le projet. Et il faut vérifier aussi que le chemin critique a du sens. Il faut toujours vérifier ce qu'on fait en planification, c'est très compliqué. Parce que lorsque vous finissez, vous allez définir un chemin critique, le logiciel va l'afficher ou tout ça. C'est à vous de dire, ouais, je pense que c'est logique, je pense que ce n'est pas logique. Mais pourquoi ce n'est pas logique? Je pense telle chose. Donc, il est important de vérifier le chemin critique. Il faut analyser la dépendance au niveau des tâches. Donc, quand on parle de dépendance au niveau des tâches, il faut analyser les séquences. Donc, les interdépendances, les liaisons entre les tâches, il est vraiment important de les vérifier. Une autre bonne pratique aussi, c'est de gérer les marges. Quand on parle de marge, on a les marges totales, les marges libres. Les marges totales vont vous permettre de pouvoir définir le chemin critique. Les marges libres vont vous permettre de pouvoir optimiser les ressources, de pouvoir prioriser les tâches, de pouvoir optimiser et de gagner de l'argent. Donc, il faut gérer ces marges-là, il faut les suivre pour pouvoir améliorer, optimiser le planning du projet. Il faut surveiller les jalons externes. Pourquoi on parle de jalons externes? Les jalons externes, c'est des jalons, des facteurs qui sont externes à votre projet. Il faut les intégrer dans vos projets. Par exemple, si vous devez faire valider un document au ministère, si vous devez valider un document externe à votre service, à votre direction, il est important d'intégrer ces éléments-là parce que très souvent, ça crée des points bloquants. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Et c'est pour cela qu'on parle de brainstorming, de travail en équipe. Il faut analyser les risques. Vous devez effectuer des analyses de risques de façon périodique lors des réunions planning pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour pouvoir optimiser, pour pouvoir anticiper. Et il faut utiliser la gestion de la valeur acquise. On néglige beaucoup cet aspect en pays francophone, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps est toujours lié à l'argent. L'argent est toujours lié au temps. Ça, il faut le comprendre. Et il faut l'intégrer. Franchement, moi, au fur et à mesure que j'avance au niveau du planning et toutes ces choses-là, des coûts, de la planification, contrôle projet, tout ça, je comprends mieux cette expression-là. C'est-à-dire que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Vous perdez une heure, vous perdez de l'argent. Et c'est pour cela qu'aux États-Unis, ou bien dans les pays anglophones, les gens utilisent beaucoup le management par la valeur acquise pour pouvoir suivre les projets, pour pouvoir suivre la performance du projet. Parce que tout ce qui est temps là, c'est de l'argent. Donc, on va affecter les coûts au planning et à partir de cela, on va donner tout ou bien on va, je dirais, extraire toutes les performances du projet. Donc, l'indice de performance de délai, l'indice de performance de coût, le budget à l'achèvement, l'estimation à l'achèvement. Donc, toutes ces choses-là sont liées à la valeur acquise. Et de plus en plus, ça va arriver. Le projet sur lequel moi je bosse actuellement, nous, on exige que les entreprises qui travaillent avec nous utilisent cette méthode-là pour la planification des projets, des travaux. Parce que c'est sur cette base-là qu'on va analyser la performance du projet. Il est beaucoup utilisé aux États-Unis et dans plein de pays ailleurs, mais chez nous, ce n'est pas encore le cas. Parce qu'on aime souvent cacher les coûts et tout ça. Non, il ne faut pas cacher ces choses-là. La valeur acquise, elle est un élément efficace aujourd'hui pour suivre la performance du projet, les prévisions. Ensuite, il faut aller dans le détail. Je le dis parce que très souvent, on aime rester côté macro. C'est bon, hein? Macro, c'est bon. Mais quand vous rentrez dans les détails, vous pouvez déceler les points bloquants. Sur les projets, j'ai bossé sur des projets, par exemple, où on devait, par exemple, faire des gammes de travaux, bien des tâches au niveau des vannes. On va démonter des vannes, on va faire des révisions. Mais nous, par exemple, on intégrait des tâches telles que le transport des vannes. Et le transport des vannes, souvent, je demande pourquoi vous intégrez. Mais aujourd'hui, le transport des vannes, par exemple, des grosses vannes, il faut peut-être un véhicule pour les transporter. Et souvent,
on peut démonter la vanne et on peut faire 3 jours, 4 jours, la vanne est là, elle n'a pas été transportée. Donc nous, parce qu'on a mis le transport dans nos tâches, on pouvait voir qu'il y a un point bloquant parce que ça fait 2 jours, 3 jours, cette tâche-là, on n'a pas eu d'avancement. Et donc, ça nous permet de pouvoir lever les points bloquants, de taper sur les points et d'avancer. Ensuite, il faut optimiser le planning. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir optimiser le planning, de pouvoir finir dans les délais, de pouvoir finir dans les coûts et avec la qualité qu'il faut. Donc, on doit utiliser les techniques de compression. On a 2 techniques, je dirais, principales. Donc, l'augmentation des ressources, qui est le crashing, ou le fast tracking, qui est le chevauchement des tâches, pour réorganiser et optimiser le planning. Mais en même temps, il faut éviter d'introduire les nouveaux risques dans le projet lorsqu'on optimise le planning. Ça, c'est important. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est la référence du planning, la référence du projet. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous faites un planning, ou bien vous faites la planification du projet, vous devez définir la référence. La référence, c'est comme une capture d'écran à un moment donné du projet. Donc, on fait une capture, on le fige. On dit, voici les bases, voici la référence, voici les éléments sur lesquels on va partir. Tout le monde est d'accord sur la référence du projet. Tout le monde approuve, tout le monde signe. Et ce qu'il faut retenir, tant qu'il n'y a pas de référence de projet, il ne faut pas commencer la mise à jour du projet, il ne faut pas commencer l'actualisation du projet, il ne faut même pas commencer les travaux. Parce que c'est la référence qui va vous permettre de suivre la performance du projet, c'est la référence qui va vous permettre de comparer les valeurs réelles et aux valeurs prévues. C'est la référence qui va vous permettre de déterminer les écarts sur le projet et de pouvoir encore faire le recalage du planning et de pouvoir faire les nouvelles prévisions. Il faut faire une mise à jour du projet, donc régulièrement et périodiquement. Ça, je l'insiste. Vous devez faire une mise à jour du projet à une fréquence définie. La fréquence, là, elle va dépendre du type de projet, de la complexité, de l'intensité du projet, de la taille du projet. Par exemple, pour un projet d'arrêt d'unité industrielle, on fait des mises à jour, je dirais, quotidiennes. Mais pour des projets de 12 mois, on fait des mises à jour mensuelles ou bien hebdomadaires. Voilà. Ça dépend, mais tout ça en accord avec le projet, avec le chef projet, il est important. Et une communication doit être faite après la mise à jour du projet. Et il faut respecter l'efficacité des données passées ou réalisées. C'est pour cela qu'il faut avoir une référence. Parce qu'à partir de là, lorsque vous avez des écarts sur une tâche ou bien sur des éléments, pour faire la nouvelle prévision, vous basez sur ce qui s'est passé pour être sûr de faire les bonnes choses, de faire les bons choix. Et il faut impliquer les autres. Au niveau de l'implication des autres, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas travailler en vase clos. Même si vous êtes chef projet, il faut contacter les autres. Il faut vérifier avec eux si les données sont bonnes, si les coûts, si les durées, si la séquence, la logique, si ces différentes choses-là sont très bonnes et vous entendez, ça va réduire votre fardeau. Et tout le monde, quand c'est comme ça, va se sentir engagé, responsable au niveau du projet. Et il faut utiliser les outils de planification. Voilà, souvent, il y a d'autres qui le font sur Excel. Bon, quand tu as 2, 3 tâches, 4, 5, 6, 7, ça peut aller. Mais vous voyez, si à chaque fois, tu dois faire mise à jour. Et très bientôt, je dirais au mois de mai, je crois, il y aura une formation gratuite que je vais donner, comment faire un planning avec Excel. Donc, on va faire un planning avec Excel de façon automatique. On va arriver, voilà, lorsque vous changez les dates, automatiquement, votre planning va se dessiner. Et ça, c'est une formation gratuite que je vais donner. Vous allez voir comment faire le planning en jour, en semaine et puis en mois. Elle sera gratuite, elle sera programmée au mois de mai. Voilà. Donc, il faut utiliser les outils de planification tels que MS Project, Primavera P6, Asta Power Project, Tilos, Planisware, Smartsheet, Gantt Chart. Il y a plein d'outils aujourd'hui. Il y a plein d'outils aujourd'hui, mais il est important d'utiliser ces outils-là. Ça va dépendre du projet, ça va dépendre de la taille du projet, ça va dépendre des exigences du projet. Et il faut utiliser des outils de reporting. Donc, en matière d'outils de reporting, voilà, vous pouvez utiliser Excel, vous pouvez utiliser le Power BI. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Voilà, par exemple, tout à l'heure, je vais vous montrer juste à la fin pour vous donner le temps de poser des questions. Et donc, au niveau du point 31, communiquer davantage. Ça, c'est important. Il faut communiquer. Il faut communiquer sur le planning. Il faut communiquer sur les tâches à venir. Voici les tâches qui viennent dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Que celui qui est en charge de ces tâches-là commence à se préparer, commence à prendre ses responsabilités pour ces tâches. Et ce qu'il faut toujours faire, en dernier point, il faut toujours faire valider les éléments du planning. Il faut toujours faire valider les éléments du planning. Donc, quand je parle de communiquer, d'outils de reporting, voilà, bon, on n'est pas venu faire une formation Primavera ou tout ça, mais je vais vous montrer des exemples. Voilà, voici par exemple des exemples de tableaux de bord. Donc, ça, c'est un tableau de bord qui est réalisé avec du BI pour un projet, voilà, qui permet de suivre, je dirais, la performance du projet à tout moment. Vous avez toutes vos données qui permettent, en un clin d'œil, de voir où on en est, de pouvoir suivre. Vous pouvez voir, voilà, communiquer à partir de là, avoir toutes les données qu'il faut
et suivre votre projet comme il se doit. Bon, donc, bref, ce qu'il faut retenir au niveau des bonnes pratiques de planification de projet, ce sont ces 30. Ce sont ces 32 points-là. Ok, désolé, hein, du bruit ici, là. Donc, ce sont ces 32 points. Et donc, je vais laisser à chacun de vous de poser des questions. Et donc, voilà, je vous laisse 20 minutes pour poser les questions et puis on va tous échanger sur la présentation qui vient de passer. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main et je vous prends. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main et je vous donne la parole. Don Alphonse. Ok, Monsieur Alphonse, je vous écoute. Oui, bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. D'abord, merci pour cette présentation-là. Moi, ma question, elle est la suivante. Au début, vous avez dit que dans nos différents projets, généralement, on s'intéresse très peu à la planification. J'aimerais savoir comment amener les différentes parties prenantes à s'intéresser plus à la planification. Le projet qui est vraiment un aspect très important. Ok, Monsieur Alphonse, donnez-moi 1 minute là, s'il vous plaît. Ok, donc, Monsieur Alphonse, effectivement, je reprends votre question. Comment amener les gens à s'intéresser à la planification? Ok, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, je vais prendre quelques cas. Il faut dire que le chef de projet lui-même doit amener l'équipe projet à s'intéresser à la planification du projet. C'est-à-dire, lorsqu'un planning est établi sur un projet, il faut que le chef projet appelle toute l'équipe et leur parle, les sensibilise sur l'importance de la planification du projet, donc le planning projet, pour dire, par exemple, les gars, voilà, voici, on va aborder le projet, mais l'élément clé, c'est le planning. Voilà. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple clair. Hein. Le projet sur lequel je bosse actuellement, voilà, on a exigé dans le cas des charges des entreprises qu'ils aient des planificateurs. C'est des travaux, hein, c'est des travaux. En général, nos entreprises en Côte d'Ivoire, voilà, en général, il n'y a pas ça. Mais aujourd'hui, nous, on exige qu'ils aient des planificateurs pour pouvoir mieux planifier, mieux optimiser leur projet. Donc, dès le départ, il faut une sensibilisation du chef de projet parce que le chef de projet, il a beaucoup plus d'autorité. Il a l'autorité et il est capable de donner une direction. Il est capable de faire impliquer l'équipe projet au niveau du projet. Donc, quitte même à, je dirais, entre guillemets, pas des sanctions, mais pas de menace aussi, mais je dirais, non, si vous ne prenez pas que le planning, s'il n'y a pas telle chose, voilà, c'est clair que vous pouvez être confronté à tel problème, mais il faut sensibiliser, il faut sensibiliser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à sensibiliser un peu sur ces points-là, parce qu'aujourd'hui, nos projets, aujourd'hui, manquent de planning sérieux, de planning sérieux. Voici un peu ce que je peux dire sur ça. C'est bon? Merci, M. Kofi. Okay. Une autre question?
Une autre question. Il nous reste 15 minutes. OK. Bertrand, monsieur Bertrand. OK, monsieur Bertrand, vous avez la parole. Oui, bonjour, Monsieur Kofi. Merci pour votre Bonjour, présentation. monsieur. Oui, j'ai pris la présentation en cours. Au niveau des bonnes pratiques que vous étiez en train Oui. d'énumérer, vous avez parlé de la référence, définir la référence et suivre les performances du projet. En fait, je voudrais que vous reveniez un peu sur la référence parce que les projets sur lesquels nous sommes, quand on parle de référence, je ne sais pas si c'est un état des lieux ou bien c'est bon, ou le diagnostic de la situation avant même que le projet ne commence. J'aimerais que vous apportez des éclaircissements là-dessus, quoi. Merci. OK, merci, monsieur Bertrand. Je vais rapidement ouvrir un logiciel. Hein. Excusez-moi, c'est juste 2 minutes. Soit j'ouvre MS Project ou Primavera pour faire une petite démonstration très rapide là. Qu'est-ce que vous voulez? Primavera P6 ou MS Project? Je vais poser cette question-là. Si vous faites les deux, c'est pas mauvais, puisque nous sommes curieux. P6, c'est bon. Bon, OK. Bon, on va faire rapidement, on va faire les deux rapidement. C'est juste 2 tâches, on va voir. Donc, pour faire comprendre un peu c'est quoi la référence, très rapidement, j'ouvre un peu, par exemple, MS Project. J'ouvre aussi P6. OK. Donc, très rapidement, je vais ouvrir MS Project d'abord, c'est mieux. Voilà, prenons cet exemple-là. Tâche A. Tâche B. Tâche C. OK, bon, je n'ai pas fait les configurations, voilà, les configurations initiales, donc c'est pas grave. Voilà, on va lier rapidement les tâches là, et puis, bon, 13, 14, 15 jours. Voilà. Donc, monsieur Bertrand, j'espère que vous m'entendez. Hein. Voilà, voici par exemple un planning. En fait, la référence, c'est quoi? Vous arrivez, vous êtes en phase, donc le projet doit débuter. Vous faites le planning, vous finissez le planning, et on dit, bon, voici, tout le monde est d'accord. Est-ce que nous tous d'accord avec le planning là? On va finir tel jour les grosses œuvres, on va finir tel jour les secondes œuvres, on va finir tel jour les lots techniques, on va faire ceci, on va faire cela, on a fini, on a tout, on a imprimé, on demande à tout le monde, on demande aux entreprises, est-ce que vous êtes d'accord avec le planning? Ah oui, oui, on est d'accord. Telle entreprise est d'accord. Non, je pense que ici, là, il faut modifier. On s'assoit, on trouve un accord, on modifie. Le chef projet, il est d'accord, les parties prenantes sont d'accord. On dit, ouais, voici le planning sur lequel on va partir, voici la feuille de route. Donc, quand on a fini, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la référence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une base. C'est-à-dire que c'est un point de départ qu'on donne. On dit, bon, voici d'où on part. C'est comme aujourd'hui, prenez un exemple. Si on prend la référence au niveau de l'homme, c'est ta naissance. Quand tu es né, il y a une référence. Mais au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a un écart entre quand tu as 20 ans et quand tu es né. Mais cette référence-là, on peut la définir même à 15 ans aussi. Et en général, c'est pour ça qu'on va te parler de la naissance, de quoi? De l'adolescence et toutes ces choses-là. Donc, en termes de projet aussi, c'est pareil. Quand on a fini de faire un planning, il faut définir ce qu'on appelle la référence, une base sur laquelle tout le monde va partir. Et cette référence-là, au fur et à mesure qu'on avance, on peut la redéfinir, mais on ne le fait pas au hasard. C'est une décision. S'il y a une nouvelle stratégie qui a changé, par exemple, on a un écart de 1 an. Nous, comme ça, on a défini une référence quand on a vu que la COVID a impacté sérieusement les projets. Donc, par exemple, vous avez votre projet qui est là. On suppose que ça, c'est validé. Vous arrivez, vous dites, bon, on va figer. Quand on dit figer, parce que si vous ne figez pas, vous allez perdre ces dates-là. Je prends un exemple. Supposons que vous n'avez pas de référence et qu'au lieu de commencer le 27 février, vous commencez le 28, par exemple, vous commencez le 15 mars. Vous voyez, quand je fais le 15 mars, c'est fini. Je n'ai plus de passé. Je n'ai plus de données passées. Mais avec la référence, je reviens, je lui dis, bon, je définis la référence rapidement. Voilà. Et ça, vous voyez que ça, cette date, ces données-là seront stockées quelque part. Si par exemple, demain, vous venez, on dit le projet doit commencer le 15 mars, je mets le 15 mars. C'est vrai que ça a bougé, mais vous pouvez savoir quand est-ce qu'on devait commencer. Si je viens, je lui dis, tiens, voici la référence du projet. Donc, vous voyez ces bancs en gris là, ça vous montre les dates de début. Donc là, par exemple, je peux afficher les dates de début de référence. Et puis, je vais afficher, par exemple, les dates de fin de référence. Donc, je viens là rapidement. Je dis, bon,
J'insère encore les dates de fin de référence, par exemple. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez que vous êtes capable de dire, non, mais attention, ici, on devait commencer le 15. Maintenant, on devait commencer le 27 février. On commence maintenant le 15 mars. Donc là, il y a déjà un écart. Voici un peu ce que c'est que la référence. Est-ce que c'est bon, M. Bertrand? Oui, c'est bon. C'est bon. Merci. Voilà. Bon, on ne va pas faire préciser. On va faire juste un exemple. Voilà. OK. D'autres questions? OK. Il y a une question dans le box là. Les logiciels de gestion de projet et planification sont-ils payants? Avant de répondre à M. Amani, il y a M. Sanogo qui a posé cette question. Et M. Sanogo, ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, c'est vrai qu'il y a des outils gratuits, mais bon, ils ne vont pas te permettre de faire le travail que tu veux. Il y a des logiciels de gestion de projet qui sont payants. Par exemple, vous avez je dirais, MS Project qui est payant. Aujourd'hui, moi-même, je vends les licences MS Project autour de 50 000 francs CFA pour une licence à vie sur un ordinateur. Et Primavera P6, la licence est payante, mais lorsque moi, des stagiaires, des étudiants veulent prendre des formations avec moi, je trouve des licences gratuites pour ces stagiaires-là. Donc, voilà, vous aurez mon mail et tous mes coordonnées. Je peux vous montrer voilà, les différents coûts des logiciels. Mais moi, MS Project, je le vends autour de 50 000 francs, même si c'est la version 21, à vie sur un PC. Primavera P6, c'est un peu plus cher la licence. Donc, quand on donne les formations, on fait de telle sorte que les étudiants, les apprenants aient des logiciels gratuits, donc la version gratuite, et qui permet aussi de faire tout le boulot qu'il faut. Voilà. OK, donc je vais prendre M. Amani Béranger avant de répondre à Mme Lisette Ba. Je vais activer son micro. OK, M. Amani, je vous écoute. Je vous écoute, M. Amani. Merci bien, M. Kofi Christian, pour la présentation. Voilà, bon, j'ai une question à poser. C'est concernant, par exemple, les gros projets, par exemple, la construction dans le BTP, la construction d'un immeuble, où, comme on le sait, il y a des gros œufs, il y a l'électricité et autres. Est-ce que la planification doit se faire sur tout le projet ou définir, comme vous l'avez expliqué, des grandes familles